D'avoir été invité à présenter cette rencontre. Et donc, dans le cadre de cette série de conférences, il y a un point qui n'avait pas encore été abordé, qui est celle de l'attitude des intellectuels catholiques face à la Shoah, face aux persécutions dont les Juifs sont victimes de 40 à 44. Pour en parler, il allait de soi que Jean-Luc Poutier était l'homme de la situation. Il est journaliste, historien et ancien conseiller culturel à l'ambassade du Saint-Siège de France auprès du Saint-Siège, prof à Sciences Po, donc il est l'homme de la situation. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus ravie de l'accueillir pour ce débat, qui est un débat qui est peu fréquent, parce que c'est un sujet assez délicat. J'avoue que c'est très important de l'aborder, et de l'aborder en toute quiétude et en tout calme. Alors, en effet, le sujet, c'est les intellectuels catholiques face à la Shoah. En professeur que vous êtes, évidemment, vous allez vouloir commencer par nous expliquer qui sont les intellectuels, et moi je vous demanderai qui sont les intellectuels catholiques en 1940. Oui, merci beaucoup, Dominique. En effet, c'est une question très intéressante et pas souvent abordée, que celle du rôle des intellectuels catholiques pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Et bon, alors je ne vais pas infliger un long développement méthodologique, c'est en général ce qu'on fait quand on n'a rien à dire, mais il convient quand même d'essayer de définir cette notion d'intellectuel et d'intellectuel catholique, ce que je n'ai pas eu la place de faire dans l'article du catalogue. Alors, les intellectuels, si on reprend la définition que Jacques Julliard et Michel Vinocq en ont donnée en ouverture de leur dictionnaire des intellectuels, qui est un ouvrage qui fait un peu référence en la matière, ce sont des personnes qui s'impliquent en politique au nom de leur notoriété. Et après, il y a tout un débat pour savoir si un peintre, un écrivain, un musicien qui s'implique en politique est un intellectuel. La réponse en général est oui. Mais un chanteur de variété, un sportif ou même un militant syndical venu du monde ouvrier, est-ce un intellectuel? La réponse est plutôt non en général, ce qui est évidemment très discutable. Alors le mot est né, ça je le rappelle, mais tout le monde le sait, au moment de l'affaire Dreyfus. Et le prototype de l'intellectuel à ce moment-là, c'est Émile Zola avec son J'accuse dans l'Aurore de Clémenceau. À partir de là, qu'est-ce qu'un intellectuel catholique? C'est un peu un oxymore, en fait. Parce qu'au moment où les intellectuels émergeaient sur la scène politique en France, dans les années 1895-1910, l'Église catholique, elle, condamnait les intellectuels. C'était l'époque de la crise moderniste et le moment où le pape Pie X et son entourage, en 1907, ont condamné des professeurs, des philosophes, des ingénieurs engagés en politique, comme Marc Sangnier avec le Sillon, mais de grands savants ont été mis au banc de l'Église, voire parfois excommuniés, comme Alfred Loisy, qui est entré aussitôt au Collège de France, alors qu'il était professeur à l'Institut catholique. Et cette idée que des intellectuels, par le débat d'idées, puissent faire pénétrer les idées modernes dans l'Église, d'introduire en quelque sorte le loup dans la bergerie, a été vivement condamné par l'Église à ce moment-là. Donc, se réclamer d'une catégorie d'intellectuels catholiques, ça n'était certainement pas très bien vu à l'époque. Néanmoins, il existait des écrivains, des artistes, des peintres, des musiciens, Vincent d'Indy ou d'autres, des professeurs, qui ne cachaient pas leur foi catholique. Mais ils n'étaient pas considérés à cette époque comme des intellectuels catholiques. Alors je crois qu'il faut ajouter une autre précision qui porte sur le rôle majeur qu'a joué jusqu'à la guerre et même pendant la guerre
un mouvement politique qui a attiré beaucoup d'intellectuels, parmi lesquels de nombreux catholiques, mais qui était un mouvement politique extrêmement brutal, enfin, dans son programme, dans ce qu'il souhaitait faire, c'est l'Action française. L'influence de Charles Maurras, donc Maurras était un nationaliste, antisémite racial, dans la hiérarchie des races, entrant dans la définition du terme. Et à ce moment-là, il a proposé une restauration monarchique qui se serait appuyée sur l'Église. Il était lui-même agnostique, mais il souhaitait une restauration monarchique parce qu'il pensait que l'Église aurait été le pilier de ce nouveau régime qui serait mis en place en l'inscrivant dans la tradition millénaire de la France catholique. Et il a attiré, lui, beaucoup d'intellectuels. Oui, c'est ça, il a une influence. Il a une influence très importante, à la fois par l'Action française, le quotidien. Hein. William Shirer, quand il a écrit, après avoir écrit sa somme sur le Troisième Reich, quand il a écrit son gros livre sur la fin de la Troisième République, et il était correspondant du New York Times à Paris, il raconte que le matin, il commençait par la lecture de l'Action française. C'était le début pour savoir ce que pensait Maurras. Son influence était considérable. Alors, face à cela, un événement a amené un certain nombre de littérateurs, écrivains, essayistes, journalistes à entrer en conflit avec l'Action française au nom du catholicisme. Et ça s'est produit après 1926, parce qu'en 1926, le pape Pie XI, successeur après Benoît XV de Pie X, le pape Pie XI a condamné l'Action française. Parce que ce mouvement, cette idéologie, faisait de la nation une nouvelle idole. Et donc, au nom de l'universalisme catholique, le pape Pie XI condamne l'Action française. Et cela place un certain nombre d'intellectuels en porte-à-faux. Il y en a notamment un qui va se faire appeler à Rome pour se faire sermonner et qui va devoir quitter l'Action française, c'est Jacques Maritain. Maritain, jusqu'alors, sous l'influence de Léon Bloy notamment, était un propagateur des idées maurassiennes. Et il se fait appeler à Rome, et le pape lui demande d'être... il était professeur de philosophie, et il avait déjà une certaine notoriété, pour le coup, puisqu'il était éditeur, il avait une collection de livres, Le Roseau d'Or, une revue, enfin, il était déjà assez connu. Très influent. Très influent, avec des amis dans les milieux artistiques, hein, Jean Cocteau et beaucoup d'autres. Il est appelé à Rome, et à Rome, on lui demande de changer d'opinion et d'expliquer pourquoi l'Église a condamné l'Action française et d'être le vecteur des idées du pape. Alors à partir de là, on va voir un certain nombre, notamment de journalistes, entrer en guerre contre l'Action française. Francisque Gay créera un journal qui s'appellera longtemps La Vie catholique, qui a perdu le qualificatif de catholique, mais qui s'appelle récemment, et qui s'appelle toujours la Vie. Et La Vie catholique, au début, c'est un journal, un hebdomadaire qui a pour but de combattre les idées de Maurras. Et là, ces journalistes, on en reparlera peut-être après, parce qu'ils auront un rôle pendant la guerre, évidemment, ces journalistes vont se trouver confrontés à une forte ambiguïté dans la position des sommets de l'Église, des sommets de la hiérarchie. Parce que aujourd'hui, il est acquis à peu près pour tous les historiens que Pie XI a été un pape qui a condamné le totalitarisme et qui a fait évoluer l'Église, qui n'avait toujours pas admis que la démocratie pût être un régime conforme à la doctrine de l'Évangile, qui a fait évoluer l'Église vers la démocratie. Enfin, vers la démocratie à l'extérieur de l'Église. Il a en effet condamné le totalitarisme. Dans 2 textes, un qu'il a rédigé lui-même en 1931 pour condamner le fascisme italien, avec lequel il venait pourtant de signer un accord 2 ans avant qui avait créé l'État du Vatican. Et puis, en 1937, Mitbrennender Sorge, l'encyclique contre le nazisme, dans laquelle Étienne Fouillou a souvent expliqué qu'il n'est pas question de l'antisémitisme nazi. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les intellectuels catholiques prennent position contre le fascisme et contre le nazisme. Oui, mais cette condamnation du totalitarisme, elle est ambiguë parce qu'en même temps,
vous avez l'émergence en Europe d'un certain nombre de régimes autoritaires, voire très autoritaires, qui se réclament du catholicisme. Des régimes dits nationaux catholiques, un régime national catholique. Et ces régimes-là, le Saint-Siège non seulement les reconnaît, mais entretient d'excellentes relations avec eux. C'est l'époque où on signe des tas de concordats, un grand nombre de concordats, y compris d'ailleurs avec l'Allemagne nazie en 1933, et ça place ces intellectuels un peu en porte-à-faux. Et l'événement majeur par rapport à cela, c'est la guerre d'Espagne. Parce qu'au moment de la guerre d'Espagne, un certain nombre d'écrivains catholiques, à commencer par François Mauriac, vont attendre du pape qu'il condamne Franco. Et pour avoir travaillé dans les archives du ministère italien des Affaires étrangères, effectivement, il y a eu un moment, après Guernica, où les espions de la police fasciste en Espagne envoient des notes au gouvernement fasciste en disant « Attention, ce qui s'est passé risque de faire basculer l'Église du côté des républicains ». Donc, ils ont craint à ce moment-là un basculement. Et puis finalement, non. L'Église catholique a reconnu la, je mets des guillemets, croisade de Franco, et donc le Saint-Siège a reconnu le régime de Franco comme un régime national catholique, comme celui de Dollfuss en Autriche, comme celui de Piłsudski en Pologne, comme beaucoup d'autres régimes en Europe à ce moment-là. Donc ces journalistes antitotalitaires qui connaissaient notamment très bien le régime italien, parce que beaucoup d'entre eux, y compris certains qui auront des carrières parlementaires après, étaient allés en Italie dans des rencontres de jeunesse franco-italienne et avaient été alertés par leurs amis italiens sur les vices de ce régime totalitaire. Et donc, ils sont antitotalitaires, mais ils voient l'Église approuver d'autres régimes qui, eux, sans être totalitaires, sont autoritaires et nationaux catholiques. Donc, ce point-là est très important, me semble-t-il, pour comprendre ensuite comment, dans la guerre, les opinions vont évoluer. Mais sont-ils marginaux ou sont-ils majoritaires parmi les intellectuels face au nazisme parmi les intellectuels, ils ne sont pas marginaux. Bon, ils sont présents, mais beaucoup d'autres continuent de propager les idées de Maurras. Hein. Mais vis-à-vis de la hiérarchie catholique, ils sont très marginaux. Ils sont mal vus. Oui, ils sont mal vus. Hein. Dans l'entre-deux-guerres, la hiérarchie catholique en France, les évêques, ils écoutent le Saint-Siège et ils restent favorables à des régimes catholiques nationalistes autoritaires. Hein. Donc, et certains seront condamnés. Hein. Les dominicains, avec Stanislas Fumet, vont créer une revue qui s'appelle Temps présent, qui sera une revue qui, justement, poussera la critique du totalitarisme jusqu'à celle de l'autoritarisme de ces États qui se réclament du catholicisme, et il va être condamné. Il va devoir arrêter sa revue. Donc on peut dire quand même que le courage de ces intellectuels catholiques va être particulièrement remarquable quand en 1940, face à la défaite, cette étrange défaite, l'Église Vichy et l'Église accueillent avec bienveillance le gouvernement de Vichy. Donc ces intellectuels catholiques, en 1940, ils sont pris, je dirais, pris à la gorge. Ils sont... Oui, alors ils ont à faire face à un conflit de légitimité. Hein. Est-ce qu'ils vont obéir à l'Église ou est-ce qu'au contraire, ils vont prendre parti contre le régime du maréchal Pétain? Alors, le régime de Vichy, pardon de le rappeler, mais c'est devenu un peu des banalités, mais va immédiatement avoir une politique très favorable à l'Église catholique. On restaure un certain nombre de pratiques, de rituels, et puis sur l'enseignement notamment, le retour du crucifix dans les écoles. Et le régime de Vichy fait appel, comme ministre de l'Éducation en 1940, en août 1940, à Jacques Chevalier qui était professeur de philosophie à Grenoble et qui était, je ne crois pas exagérer de le dire, le père spirituel d'Emmanuel Mounier, le créateur d'Esprit, puisqu'on commémore les 90 ans de la revue Esprit. Eh bien, celui dont Mounier se réclame sur le plan philosophique au moment où il crée Esprit, en 1932, c'est Chevalier. Chevalier, il devient ministre de l'Éducation de Pétain.
au nom de sa foi catholique. Et d'ailleurs, il sera tellement agaçant à le répéter sans cesse que le grand archéologue Jérôme Carcopino, qui lui était franc-maçon, obtiendra qu'il soit viré et il prendra sa place. Il rentrera de l'école française de Rome pour prendre sa place. Et donc, pour ces intellectuels, alors un certain nombre adhèrent au régime de Vichy. En tout cas, dans un premier temps. Paul Claudel écrit un poème à la gloire du maréchal. Et puis, d'autres, au contraire, alors intellectuels, en tout cas des gens très bien informés. Voilà. Oui. Je crois que c'est ça qui joue un grand rôle, c'est qu'un certain nombre de ces personnes étaient, vous le mentionnez dans votre livre sur Berthier Albrecht, ils étaient beaucoup mieux informés que d'autres sur la réalité de ces régimes. On peut dire peut-être un mot, justement, l'exemple d'Henri Freinet, qui n'est pas à proprement parler un intellectuel, mais tout de même professeur, enfin, qui avait suivi les cours de l'école de Saint-Cyr. Il avait fait l'école de guerre. L'école de guerre, et avait été averti par Berthier Albrecht de ce qui se passait en Allemagne, de l'exil des réfugiés allemands qu'il avait rencontrés. Il était germaniste, il était profondément catholique, d'une famille très pratiquante, tout à fait croyante. D'Action française, absolument. Berthier Albrecht, elle, était plutôt de l'autre bord, dirons-nous, et protestante. Il n'empêche que, alerté par Berthier Albrecht, Henri Freinet rencontre des réfugiés anti-nazis dès les années 38-39 et prend conscience de ce que représente la montée du nazisme. Donc, il n'est pas le seul, mais il fait partie de ceux qui, a priori, ne se seraient peut-être pas d'emblée écartés de Vichy. Oui, tout à fait. Et il l'a fait parce que, étant germaniste, il avait lu en allemand des textes qui n'étaient pas traduits en français, dont il avait pris connaissance, dont Mein Kampf, vous le mentionnez, de façon approfondie. Donc, ces personnes-là savaient de quoi il s'agissait. Et parmi eux, il y avait pas mal de juristes. Alors, j'ai pas eu là non plus l'occasion de les citer tous dans ce texte pour le catalogue, mais des personnalités comme Pierre-Henri Tetgène, par exemple, ou Marcel Prélot. Et ces juristes vont devoir quitter la zone occupée au moment de... Enfin, c'est pas encore la zone occupée. Ils vont devoir quitter notamment l'université de Strasbourg au moment de l'invasion allemande. Ils vont se réfugier d'abord à Clermont-Ferrand et puis ensuite à Montpellier. Et le premier mouvement de résistance un peu organisé il naîtra à l'automne 1940 dans cette mouvance. Edmond Michelet. Alors Edmond Michelet, c'est un peu autre chose, mais dans cette mouvance que je qualifierais de démocrate chrétienne, là aussi, longtemps ça a été un oxymore, mais à ce moment-là, il existe effectivement une démocratie chrétienne. Et un jour où l'on demandait à François Mitterrand, mais qui sont ceux qui ont été les premiers à entrer en résistance? Alors, il n'a pas répondu moi, il a eu raison. Il a dit, c'est les catholiques, hein, parce que c'est les catholiques qui avaient qui vont contribuer à créer plus tard le mouvement Liberté, qui était à Montpellier et qui ont créé ce mouvement de résistance. Et toutes ces personnes, je pense à Prélot, par exemple. Prélot, il était déjà professeur agrégé de droit, professeur d'université, et il avait écrit un livre qui s'appelle L'Empire fasciste, en 1936, qui est un excellent livre pour décrire ce qu'est la réalité de l'Italie de Mussolini. Donc, ils savaient à qui ils avaient affaire. Ça, je crois que c'est vraiment un point très, très important. Ceci dit, beaucoup d'intellectuels, une fois de plus, une partie des intellectuels catholiques ne protestent pas, ne se manifestent pas, restent au fond assez prudents dans leur... voire participent activement à la politique de Vichy d'une façon tout à fait enfin, sans scrupule, quoi. Le prototype, c'est Xavier Vallat, hein, le commissaire aux affaires juives de Vichy, qui était un catholique proclamé d'Action française et qui va se réclamer de l'Église dans son action au sein de l'État français. Hein. Mais il y en a d'autres qui sont très attentistes, des gens qui auront plus tard des carrières plus glorieuses, Action française, Thierry Monnier, par exemple. Thierry Monnier, il était largement pétainiste. Voilà. Alors, ceux qui vont se distinguer à ce moment-là, ce sont effectivement ces intellectuels qui
sont avertis de la réalité du nazisme et du fascisme. Et là, il faut peut-être souligner que, à part l'un d'entre eux, deux d'entre eux, la question de l'antisémitisme du régime, dans un premier temps, n'est pas souvent évoquée, ou pas du tout évoquée. Alors je dis par deux d'entre eux, parce que l'un, c'est Jacques Maritain. Alors, Raïssa Maritain, son épouse, était juive convertie au catholicisme. Et donc, Maritain, très tôt, dans les années 30, après avoir quitté l'Action française, va créer une revue avec l'abbé Charles Journet, un abbé suisse, et ce sera la première revue dans laquelle seront développées des critiques à l'égard de l'Église catholique, en raison de son attitude à l'égard des Juifs. Et Maritain, en 1939, il est aux États-Unis pour une année d'enseignement. Il y est encore en juin quand les Allemands entrent en France. Et il a été repéré, donc son domicile à Meudon est fouillé, donc il reste aux États-Unis. Il arrive à faire sortir Raïssa, et il reste aux États-Unis, il passera toute la guerre aux États-Unis. L'autre personne intéressante de ce point de vue, c'est Georges Bidault. Alors, Georges Bidault, est-ce que c'est un intellectuel ? Aujourd'hui, Georges Bidault, il passe avant tout pour un homme politique, et un homme politique qui a mal tourné. Il faut peut-être rappeler qui était Georges Bidault. Oui. Moi, je connais Marcel Bidault, qui était sa sœur, et qui a été chargé de l'accueil des réfugiés, des juifs, des rescapés juifs à l'hôtel du Tessia, et qui avait mis sur pied un service social d'aide aux familles de prisonniers ou familles de déportés. Et c'est Marcel Bidault qui est une très belle figure que l'on connaît d'assistante sociale en faveur des Juifs. Alors, Georges Bidault, donc, était né dans le centre de la France, il avait fait une époque Cagne. Il n'était pas normalien, mais il avait réussi brillamment l'agrégation. Et il était professeur de Cagne au lycée Louis-le-Grand. Et puis, au moment de la montée du nazisme, de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, donc janvier 1933 et ensuite, Bidault s'est tourné vers des personnes qui prenaient position contre des personnalités catholiques. Il était profondément croyant, hein, et des personnalités catholiques qui prenaient position contre le nazisme. Et c'est ce qui l'a amené à rencontrer Francis Queguet. Et Francis Queguet, qui venait de créer La Vie, à ce moment-là, a créé également un quotidien qui s'appelait L'Aube. L'Aube, journal auquel Françoise Mayer a consacré sa thèse. Et Bidault a été repéré par Francis Queguet et est devenu l'éditorialiste de L'Aube. Et il est devenu un éditorialiste, là aussi, très contre Maurras. Contre Maurras. Maurras était sa bête noire, mais lui aussi très influent. Oui. Dans les souvenirs d'hommes politiques de la Troisième République avant-guerre, beaucoup rapportent qu'en politique étrangère, on lisait d'abord l'éditorial de Bidault, toujours nourri de références historiques très solides pour voir ce qu'il convenait de faire avant de prendre des décisions. Il y avait deux personnalités comme ça qui sortaient un peu de l'ordinaire, c'était lui et Geneviève Tabouy. Ah oui. Geneviève Tabouy, mais qui, elle, était politiquement pas du tout proche de Bidault, qui était plutôt, on va dire, conservatrice. Voilà. Journaliste de radio. Oui, après, elle est devenue la journaliste de RTL et à dimanche prochain pour les dernières nouvelles de demain. Et donc, Bidault va être, lui, très écouté. Et dès La Nuit de Cristal, il a publié dans l'Aube des analyses qui montraient comme non seulement ce qu'était l'horreur de cette politique antisémite, de ces persécutions antisémites nazies, mais en plus, il disait attention, le ver est dans le fruit, le venin est déjà là, parce que l'influence de Maurras fera que si nous n'y prenons pas garde, eh bien, en France, bientôt, nous subirons le même sort. Donc, lui a été très clairvoyant et très tôt. Oui. Et alors, est-ce que moi, je le range parmi les intellectuels. À cette époque-là, il était prof de Cagne, oui. Éditorialiste dans un journal. Oui. Bon. Alors après la guerre, il est devenu homme politique. Oui, pas très brillant.
Oh, si, il a été un excellent ministre des Affaires étrangères. Oui, alors, non, c'est à la fin que ça s'est gâté, parce oui, que bon. gâté, gâté et gâteux, parce qu'au moment, au moment de la guerre d'Algérie, il a pris position pour l'Algérie française, et il s'est disputé avec De Gaulle, il a rompu avec De Gaulle, alors que Bidault, c'est quand même lui qui succède à Jean Moulin à la tête du Conseil national de la Résistance. Après la mort de Jean Moulin, ils étaient très proches. Cordier rapporte qu'ils étaient vraiment deux amis très proches. Et il a une pensée assez profonde et assez nourrie. Enfin, notamment après la guerre, ce sera en politique étrangère, mais pendant la guerre, Cordier raconte un dîner, ça je l'ai cité, où Bidault arrive chez Jean Moulin. Ils dînent ensemble et Bidault lui dit « Regardez ce qui se passe. » Saliège, cardinal Saliège, monseigneur Théas avaient publié des lettres pastorales pour condamner la politique de déportation du régime de Vichy. Bidault dit à Moulin, vous voyez, il ne faut pas toujours désespérer de l'Église, c'est Cordier qui rapporte ça, et puis il lui explique les actions qui sont menées à ce moment-là par un certain nombre d'ecclésiastiques, notamment le père Chaillet, pour faire échapper des enfants à la déportation, et il dit à Jean Moulin qu'il a de très mauvaises nouvelles sur le sort d'enfants qui sont détenus à Pithiviers. Et Moulin découvre. Moulin n'était pas au courant. Hein. Elle dit, bon, bah oui, il faut aussi prendre ça en compte, mais manifestement, il n'avait pas été alerté à ce moment-là sur ce qui se passait. Et c'est Bidault qui l'alerte. C'est peut-être le moment d'expliquer. Il y a des intellectuels catholiques, il y a ceux qui restent silencieux, ceux qui protestent et ceux qui agissent en liaison avec la résistance. Oui. Ils sont pas les mêmes, ce sont pas au même moment. Vous avez cité monseigneur cardinal de Saliège et monseigneur Théas. C'est l'été 42 qui est quand même une prise de conscience et une action. Les intellectuels catholiques se mettent en action, je dirais, passent à l'action. Oui. Ce qui s'est produit, c'est une sorte d'interaction entre une partie du clergé ou de membres d'ordre religieux et d'autre part des laïcs qui étaient entrés en résistance. Parce que parmi ceux qui étaient avertis, qui avaient été alertés ou qui étaient avertis de ce qui se passait en Allemagne ou en Italie, il y avait des prêtres, notamment des jésuites. Et parmi eux, quelqu'un qui s'était déjà fait remarquer pour l'originalité de sa théologie et des publications qui suscitaient quelques inquiétudes du côté de Rome, c'est le cardinal de Lubac. Oui. Ce serait bien de s'arrêter un instant sur cette personnalité, parce que en 41, quand il proteste, il est quand même mal... Ah oui, parce que le cardinal de Lubac, il a fini cardinal, pardon. Oui, à l'époque, Henri de Lubac. Le père de Lubac, c'était un jésuite. Donc, il a été formé dans le noviciat jésuite sous l'influence de la pensée de Maurice Blondel. Alors, Maurice Blondel, c'est un philosophe qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, il n'est pas si facile que ça à comprendre. Mais Blondel avait été un de ceux qui avaient été condamnés par le Saint-Siège au moment de la crise moderniste, pour un problème théologique un petit peu subtil. Mais de Lubac est formé sous l'influence de Blondel. Il devient professeur, non pas au noviciat des Jésuites de Fourvière à Lyon, mais à l'Université catholique de Lyon. Et il publie un livre qui s'appelle « Catholicisme, les aspects sociaux du dogme », dans lequel il montre que le dogme catholique est un produit historique, un produit de l'histoire, que ce n'est pas une donnée transcendante, éternelle et de toute éternité. Pardon de me répéter. Et donc, il se fait un peu mal voir, parce que des historiens comme... son nom échappe, enfin, il avait été directeur de l'école française de Rome, et c'était lui aussi un prêtre catholique, avait été condamné par le Saint-Siège au moment du modernisme parce qu'il mettait en cause
l'éternité des dogmes, quoi, le caractère éternel du dogme. Et il prêchait plutôt pour leur historicité. Et donc de Lubac, lui, a déjà eu un peu maille à partir avec Rome. On lui demande de faire des cours sur le bouddhisme. Parce que les catholiques ne connaissent pas à l'époque la pensée bouddhiste. Et donc il va s'informer auprès d'écrivains, d'essayistes, d'historiens sur une religion qui est... Enfin, religion, je sais que c'est discuté, mais qu'il ne connaissait pas. Donc c'est un homme à l'esprit très ouvert. Et puis très vite, il se rend compte, au début de la guerre, que voilà, l'Église catholique prend parti pour un régime raciste. Il écrit une lettre. Il écrit une lettre à ses supérieurs pour demander que la compagnie prenne position sur la politique antisémite du régime de Vichy. Et dès 1941. Dès 1941. Oui. Dès 1941. Et là, on va lui demander de se taire, en fait. Mais malgré tout, quelques-uns des jésuites avec lesquels il est en contact vont vouloir agir. Et alors, bon, on ne va pas entrer dans les détails, c'était un petit peu long et compliqué, mais le père Chaillet, donc Henri de Lubac, Stanislas Fumet, alors lui qui était laïque, mais qui avait été en contact plutôt avec des dominicains, vont créer un journal, les Cahiers du témoignage chrétien, pour porter la pensée catholique non vichiste dans la guerre et dans la résistance. Et alors là, c'est, semble-t-il, sous l'influence d'Henri Freinet, que le mouvement Cahiers du témoignage chrétien sera dissocié de liberté. Et Freinet voulait que, justement, ce mouvement soit identifié comme un mouvement d'intellectuels catholiques. C'était sa volonté. Alors là, on rentre vraiment tout à fait dans notre définition. Et le mouvement du témoignage chrétien a eu une influence non négligeable, alors surtout en zone sud, mais non négligeable pendant la guerre. Je dirais une double influence, à la fois une influence sur l'opinion, en distribuant des tracts, en clandestin, bien sûr, avec des numéros de leur journal, mais aussi une action concrète pour sauver, héberger, faire passer en Suisse ou en Espagne des juifs, des enfants juifs. Et c'est vrai que le père Chaillet, avec l'amitié judéo-chrétienne, et le rôle de Germaine Ribière, que l'on connaît bien ici pour avoir aidé au sauvetage au moment de la rafle de Vénissieux, le 26 août 1942, a sauvé, réussi à faire sortir du camp. Donc il y a une action, je dirais, d'influence, mais il y a une action concrète aussi. Oui, mais et d'ailleurs, le père Chaillet, alors effectivement, a eu une action extrêmement importante, mais il s'est fait très vite repérer. Il a été assigné à résidence à Privas. Il ne pouvait plus être à Lyon pour coordonner le mouvement qu'il avait créé. Mais il y avait d'autres relais. Sur ce que vous dites, sur la diffusion notamment de la pensée témoignage chrétien, dans les souvenirs d'Alexander Werth, il raconte, il s'était réfugié, lui, dans le Jura, près de Saint-Amour, et il raconte que André Mandouze, qui sera plus tard un grand latiniste à la Sorbonne, distribuait témoignages chrétiens à la sortie des lycées à Bourg-en-Bresse, auprès des lycéens, pour que les lycéens connaissent cette pensée qui émanait de milieux catholiques et qui était résistante au totalitarisme. Oui, et c'est vrai que la porosité entre la résistance et ce groupe d'intellectuels, ce cercle d'intellectuels est très forte. Enfin, je pense que on doit le oui, mais ça comment dire, infusé dans les mouvements de résistance, et pas seulement dans le mouvement de Freinet. Le mouvement en défense de la France, auquel Olivier Villorca a consacré sa thèse, était dirigé par Philippe Vianney, et il se trouve que j'ai été impliqué
dans la publication des mémoires. J'ai bien connu Philippe Vianney, j'étais impliqué dans la publication de ses mémoires. Vianney, il voulait être prêtre avant la guerre. Il souhaitait entrer au séminaire. Il m'a raconté ses entretiens avec Bergson pour savoir exactement quelle était sa vocation. Puis, il a perdu la foi, il est devenu agnostique. Mais quand ils ont fondé Défense de la France en 1941, l'imprégnation catholique restait forte, oui, malgré tout. Donc là, dans la résistance, il y a eu effectivement une présence catholique. Mais je crois qu'il faut toujours avoir en tête, ne jamais oublier, que la grande majorité de ces catholiques, jusque au moins après la bataille de Stalingrad, et peut-être encore après, ils sont vichistes. Hein. Bon, oui. Beaucoup se sont fourvoyés tout de même. Ah bah oui. Là, René Bédarida, qui a fait l'histoire de ces mouvements, puisqu'elle en a fait elle-même partie. Hein, elle était de témoignage chrétien. Voilà, souligne qu'il faut faire attention de ne pas donner une vision hypertrophiée de ce qu'étaient ces catholiques anti-nazis et anti-pétainistes. Mais de l'autre côté, leur action a effectivement été efficace et dangereuse et risquée, puisque et c'est vrai que la foi ne les quittait pas. Je me souviens du récit de Geneviève de Gaulle à Ravensbrück, qui, avec ses amis, ses camarades d'infortune, continuaient à prier. La foi ne les a pas quittés pour autant. J'avais fait un jour une interview de Geneviève de Gaulle et je lui avais dit, mais vous êtes catholique et vous pardonniez au SS que vous aviez en face de vous. Et elle m'avait répondu, je voyais dans ses yeux le Dieu qu'il méprisait. Ce qui était quand même une formule très, très, très forte. Mais donc ça, c'est ceux qui ont ensuite été membres des mouvements de résistance, qui étaient présents à la Libération, dont certains ont fondé le mouvement républicain populaire, le MRP, donc la démocratie française, qui sera un parti important dans les années 45-50. Je voudrais aussi dire un mot, justement, parce que ça ne correspond pas à la définition de l'intellectuel, mais d'autres dont l'action a été tout aussi importante, sans pour autant qu'elle soit forcément connue. Il se trouve que, c'est d'actualité parce que je suis en train de classer avec deux collègues les archives de l'abbé Georges Guérin. Et, alors ça vous dit rien sans doute, Georges Guérin. Georges Guérin, c'était le fondateur de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et pendant la guerre, alors là on a toutes les traces, les lettres, les échanges, son souci c'était que le mouvement ne disparaisse pas, et que ces jeunes ne perdent pas la foi parce qu'ils allaient notamment être emmenés au STO et qu'on ne saurait pas quoi faire d'eux au STO. Et donc Guérin a fait en sorte que des aumôniers clandestins de la GOC passent en Allemagne, et plusieurs y sont morts, hein, parce que quand ils étaient arrêtés, il n'y avait pas de distinction parce qu'ils étaient prêtres ou pas prêtres. Enfin, et Guérin a été arrêté par la Gestapo à la fin de 1943, et il a passé quelque temps à Fresnes. Et là, ça permet aussi de voir que des personnages comme le cardinal Suard. Le cardinal Suard, le 25 août 1944, il est enfermé à l'évêché, on ne lui donne pas l'autorisation de participer au Te Deum. Et les lettres de Suard à l'occupant allemand pour faire libérer Guérin, ça montrait qu'il n'avait pas la frousse et qu'il n'était pas du tout dans un esprit collaborationniste. Et donc... en même temps, on a une image de lui... l'image de lui est très différente. Mais pourquoi ? Parce que Suard avait le souvenir de la Première Guerre mondiale. Il était pétainiste, comme ceux qui étaient pétainistes parce qu'ils étaient anciens combattants. Très anti-Bosch. Et très anti-Bosch. Et c'était le cas de Jacques Chevalier aussi. Oui. Jacques Chevalier, son livre sur Descartes, qui a été un classique de la philosophie française dans l'entre-deux-guerres, il écrit dans l'introduction, il publie au début des années 20, il écrit dans l'introduction qu'il veut faire pièce à la philosophie Bosch.
Bosch, dans un livre universitaire. Bon. Et donc, Suard, il était pétainiste, mais il n'était pas collabo. Et donc, pour faire libérer Georges Guérin, il a fait tout ce qu'il fallait. Guérin a été libéré. Mais bon, après la guerre, effectivement, quand Pétain est mort, Suard a fait célébrer une messe à Notre-Dame. Ça n'a pas fait très bonne impression. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les relations assez conflictuelles, du coup, que ces intellectuels catholiques entretiennent avec Rome et avec la hiérarchie catholique? Parce que pour autant, ils sont comme des francs-tireurs, des rebelles face à l'autorité. Oui, alors les entre guillemets, sanctions ne tomberont pas pendant la guerre, hein. Parce que voilà, le contexte s'y prêtait difficilement, hein, quand même. Mais ce qui va se produire après la guerre, alors il y aura deux événements. L'un qui sera que Maritain sera envoyé par De Gaulle comme ambassadeur de France près le Saint-Siège, pour essayer de renouer des relations plus cordiales avec le Saint-Siège, puisque De Gaulle, quand il était arrivé, avait demandé la révocation de plus de 25 ou 26 évêques. Bon, ça n'avait pas été apprécié à Rome. Et à ce moment-là, celui qui a tout réglé, c'était le nonce apostolique à Paris, Monseigneur Roncalli, qui sera plus tard Jean XXIII. Et donc, Maritain, à Rome, va reprendre la réflexion sur l'attitude des catholiques à l'égard des juifs, et il sera incité par Claudel notamment à demander au pape de se prononcer sur ce qui s'est passé pendant ces années. Et Pie XII répondra par un niet catégorique, qu'il avait déjà dit ce qu'il avait à dire. C'est très étrange ce que rapporte Maritain parce qu'il avait essayé d'avoir l'acquiescement du pape Pie XII par un de ses amis personnels, qui était Monseigneur Montini. Et Monseigneur Montini avait traduit l'Humanisme intégral de Maritain, son grand livre, avant la guerre en italien, clandestinement, et c'était en quelque sorte la Bible des résistants catholiques en Italie. Et donc Maritain voudra obtenir du pape qu'il se prononce sur la Shoah, et il n'obtiendra rien. Et puis pour les autres, la condamnation, elle viendra au début des années 50, parce que ce sera une condamnation théologique. Donc, ce que de Lubac avait fait pendant la guerre, il va poursuivre sa réflexion. Il va publier notamment son grand livre sur le surnaturel. Et en 1950, Pie XII publiera une encyclique, Humani Generis, qui condamne ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle théologie. Et en fait, la nouvelle théologie, c'était substantiellement ce que de Lubac avait élaboré pendant la guerre et qu'il avait fait connaître autour de lui. Donc, les relations avec le Saint-Siège pendant la guerre, elles sont quasiment inexistantes, oui. Mais ça tombera après. Parce qu'il y avait à Rome, encore à ce moment-là, des théologiens français proches de l'Action française qui n'avaient jamais cessé clandestinement de diffuser les thèses de l'Action française. Le supérieur du séminaire français de Rome jusqu'en 1940 est un partisan de Maurras. Il fait amende honorable en 26 parce qu'il est obligé de le faire, le pape l'a demandé, mais en réalité, il continue à donner des enseignements sur la, entre guillemets, philosophie de Maurras. Et l'un de ceux qui sera le plus réceptif à ces enseignements, c'est Monseigneur Marcel Lefebvre, un sulpicien, qui sera plus tard un opposant au Concile et qui créera le mouvement intégriste français dans les années 1970. Ce qui est très intéressant, c'est justement ces prolongements. Pour revenir à l'occupation, quelle est l'attitude, par exemple, d'un François Mauriac? Alors, Mauriac, il a pris position contre le national-catholicisme très tôt, au moment de la guerre d'Espagne. Après les massacres de Badajoz, il demande que l'Église prenne position contre Franco, qui se réclame d'elle alors qu'il est un tyran sanguinaire. Et Mauriac va faire signer une pétition des intellectuels français catholiques contre Franco. Alors Maritain sera de son côté, Mounier sera de son côté, mais Claudel ne signera pas, par exemple.
parce que Claudel pensait que Franco portait l'esprit du catholicisme. Bon. Alors Claudel changera d'avis après justement l'été 42. Puisque en décembre 43, il écrira une lettre au grand rabbin pour lui dire son amitié et dénoncer la politique qui était menée par Vichy à l'époque. Mais Mauriac, souvent on a son hypocrisie a été raillée. Enfin oui, bon, il faut dire que l'attitude du personnage s'y prêtait un petit peu, mais Mauriac, dès la guerre d'Espagne, son opinion est faite. Il n'est pas devenu gaulliste ensuite par opportunisme. Il l'a été de façon peut-être un petit peu démonstrative, mais ce n'était pas par opportuniste. Il avait pris des positions très tôt dans ce sens-là. On a à un moment, vous avez à un moment donné parlé des intellectuels qui se sont fourvoyés et qui ont soutenu Vichy, ou en tout cas ont soutenu Vichy pour des raisons à la fois peut-être intellectuelles, mais surtout peut-être d'opportunité aussi, j'en sais rien. Mais ces intellectuels qui se sont fourvoyés et qui n'ont pas protesté, est-ce que après-guerre, ils ont été ennuyés, dirons-nous? Est-ce qu'ils ont essayé de revenir, de colmater un peu ce qui oui, alors occulté certains, Jacques Chevalier a fait 5 ans de prison. Oui. D'autres ont été révoqués de leur chaire d'enseignement. Je n'ai pas de nom, mais il y en a eu, effectivement. Il y a eu des révocations. Mais non, après la guerre, ceux qui émergent, c'est ceux qui ont eu vraiment une action de propagandiste ou d'élatrice pendant Vichy. Bon, ça va être Brasillac, ça va être Drieux-La Rochelle, qui disparaîtra vite, ça va être Rebattet, qui lui va être mis en prison, alors même que Rebattet publiera en prison un roman qui s'appelle Les Deux Étendards. Et ce roman, Les Deux Étendards, ça le met en scène lui, et l'autre, entre guillemets, héros du roman, c'est un père jésuite, lyonnais, qui était de la mouvance de ces jésuites qui ont pris position ensuite contre le nazisme. Donc même Rebattet n'était pas complètement étranger à ce milieu, mais c'est surtout eux qui vont être visibles. Disons que les collaborationnistes catholiques, ils se feront un peu plus discrets, et puis petit à petit, ils retrouveront, y compris en littérature d'ailleurs, une certaine audience à travers l'école des hussards. C'est là qu'on les retrouvera par la suite. Oui. Dans les personnalités que vous avez citées, évidemment, il y a quand même au cœur les jésuites. J'aimerais bien que vous reveniez sur les jésuites sous l'occupation, parce que voilà un sujet qui me semble peu connu, peu travaillé, et je pense que vous avez quelques lumières sur... des lumières, je ne sais pas, mais ce serait intéressant effectivement de fouiller ce qu'a été l'attitude de la compagnie pendant l'occupation, pour assez bien connaître cette compagnie. Leur discrétion fait que pour l'instant, ils ne souhaitent pas trop qu'on aille gratter ce qui s'est passé. Parce qu'il y a dans la Compagnie de Jésus des attitudes très tranchées. Le supérieur du père de Lubac à Lyon était un vichiste farouche. Et il a défendu Vichy et interdit à de Lubac de parler. Le père Chaillet ou de Lubac ou d'autres, au contraire, ont été dans le mouvement du témoignage chrétien, dans l'opposition à Vichy. Alors ça, il faut dire que l'attitude de la Compagnie de Jésus avant la guerre vis-à-vis des régimes totalitaires était elle aussi ambiguë. Si vous parcourez la revue Études, notamment les bulletins de politique étrangère, eh bien, on voit que dans un premier temps, c'est des thèses plutôt maurassiennes qui sont énoncées. Et puis il y a un moment où il y a une personnalité qui se révèle, alors qui elle aussi jouera un rôle dans la résistance, c'est Gaston Fessard, le père Gaston Fessard, qui lui est un philosophe.
très proche de Raymond Aron. Et Fessard va faire opérer un tournant aux jésuites sur les questions de politique étrangère et d'attitude vis-à-vis du nazisme et du fascisme. Mais c'est très compliqué d'avoir un panorama général parce qu'il y a eu des personnalités de tous les côtés, y compris des gens très courageux, parce qu'il y a quelqu'un qui est oublié aujourd'hui, mais qui était le jumeau quasiment du père de Lubac, qui est un très, très bon théologien, dont l'œuvre est encore une fois, un peu oubliée, qui est Yves de Moncheuil. Et Yves de Moncheuil, il était aumônier des étudiants catholiques à Paris. Et à la fin de 1943, un grand nombre de ces étudiants ont voulu gagner le maquis du Vercors. Il s'est posé la question de ce qu'il devait faire et il est venu les rejoindre dans le Vercors. Au moment de la bataille du Vercors, il a été arrêté avec eux. Lui n'a pas été fusillé tout de suite. Il a été interrogé par un soldat allemand qui voulait absolument lui faire dire qu'il était là par hasard, qu'il n'était pas venu pour soutenir les étudiants. Et donc, il n'a pas flanché. Et donc, il a été fusillé. Et si vous allez au cimetière de Vassieux, le cimetière où sont inhumés les morts de la bataille du Vercors, c'est la première tombe. Quand on entre, la première tombe, c'est celle d'Yves de Moncheuil, qui a donc été fusillé en juillet 1944. On peut peut-être aussi parler, je ne sais pas si c'est bien maintenant, mais ça me paraît important, peut-être de la revue Esprit, puisque vous la citiez pour ses 90 ans, eh bien, quand même, Uriage, en fait, je pense que ce serait bien d'évoquer... Alors, c'est un sujet très polémique. Oui. Bon, mais on ne va pas rouvrir le dossier Sternel de toute l'affection que vous et moi avons pour lui. Non, mais quand même de rappeler, parce que je trouve que c'est un peu... Alors, ce qui s'est passé, c'est que Mounier, mais ça, j'ai assez d'amis à Esprit pour avoir discuté avec eux, et c'est un point sur lequel on n'est jamais tombé d'accord. Mounier n'était pas démocrate. Oui. Voilà. Je crois qu'il faut avoir ça en tête. Cadre. Mounier crée la revue Esprit comme une revue hostile au libéralisme, au nom du personnalisme, donc hostile à l'individualisme libéral au nom du personnalisme chrétien, sous l'influence de Jacques Chevalier. Et dans cette revue, il va développer des thèses sociales pour une révolution sociale qui soit une révolution collective, qui soit une révolution en quelque sorte englobante. Mais pendant toutes ces années, il n'aura pas de mots assez durs, assez méprisants pour ceux des catholiques qui jouent le jeu parlementaire et qui ont été élus députés, soit sur un programme démocrate chrétien, soit sur un programme conservateur, soit sur un programme catholique libéral, soit même au moment du Front populaire, Philippe Serre a été secrétaire d'État, il faisait partie de la Jeune République, donc l'ex-sillon de Marc Sangnier. Mounier les méprisait absolument. En 1934, il y a eu une polémique dans l'Aube entre lui, Maritain, Luigi Sturzo et Paul Archambault. Paul Archambault, qui est paraît-il, des pères du terme personnalisme. Et on voit bien la différence entre Luigi Sturzo, qui était le fondateur de la démocratie chrétienne italienne et qui a été contraint à l'exil en 1924 par le pape pour faire plaisir à Mussolini. On voit bien la différence entre Sturzo, qui donne des plaidoyers pour la démocratie représentative, et Mounier, qui est dans une espèce d'esprit rousseauiste révolutionnaire, qui pense que la démocratie représentative, ça n'est que la magouille et la décrépitude. Et donc, il y aura une ambiguïté au début de la guerre, parce que quand il va entendre parler de révolution nationale... C'est pas déplaisant. C'était pas déplaisant pour lui. Bon. Et donc, il fera vite marche arrière. Mais il y a effectivement eu un moment où l'école des cadres, où a été formé Hubert Beuve-Méry, qui fondera Le Monde en décembre 1944, l'école d'Uriage, il demande la reparution de l'Humanité, vous direz, d'Esprit. Oui. Vous direz que Jacques Duclos demande aussi la reparution de l'Humanité. Oui. Mais enfin, il demande la reparution d'Esprit. Puis, bon, assez vite,
vite, faut être honnête, hein, assez vite, il va comprendre ce qui se passe et puis sympathiser avec les mouvements de résistance. Et parmi ses successeurs, certains seront des résistants effectifs, qui passeront plusieurs années, comme Jean-Marie Domnac, par exemple, qui passeront plusieurs années dans la guerre. Mais je crois que le point de départ, qui permet peut-être de mieux comprendre, si on l'admet, les errances de Mounier au début de Vichy, c'est qu'il était tout sauf démocrate. Il n'aimait pas ça. Voilà. La souveraineté du peuple, la démocratie représentative, c'était pas son affaire, quoi. Oui, mais ça rend d'autant plus remarquable l'engagement des intellectuels catholiques face à Vichy en 40, parce que Vichy a tout pour leur plaire et ils ne vont pas tomber dans le piège. C'était une question de lucidité, parce que Esprit, temps présent, était très proche. Bon, Esprit n'a pas été visé par une quelconque condamnation romaine. Temps présent a dû s'arrêter, mais Stanislas Fumet, lui, avec Freinet, encourage des catholiques à entrer en résistance. Mounier, ça prendra un peu plus de temps. Voilà. Oui, il faut chaque fois être très vigilant sur la chronologie, parce que y a ceux qui, dès 40, ont conscience du danger, ceux qui attendent 41, 42, voire plus tard. Donc, il y en a pour lesquels ça a été tout de suite. Nous parlions d'Edmond Michelet tout à l'heure. Lui, c'est même le 17 juin 1940 qu'il distribue à Brive le tract où il appelle à la résistance. Mais alors, pour le coup, Edmond Michelet, à ce moment-là, c'est difficile de le classer dans la catégorie des intellectuels. Et des catholiques, oui. Des catholiques, oui, mais des intellectuels, c'est un petit entrepreneur. Oui, c'est vrai. Très patriote, mais il sera plus tard un intellectuel après sa déportation et puis son rôle politique important. Oui, mais on le classera après-guerre parmi les intellectuels catholiques. Et parmi ceux qui ont vu tout de suite ce qui se passait, et avec Tête Gêne, Liberté, qui rejoindra le mouvement combat d'Henri Freinet. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que ces catholiques qui ont protesté, qui sont engagés dans la résistance, vont donner naissance quand même à un mouvement de politique après-guerre? Ils vont s'inscrire dans la vie de la 4e puis de la 5e République, avec plus ou moins de succès. Oui, ce sera la naissance du MRP. Alors, il y avait dans le MRP d'authentiques résistants et des personnalités comme Georges Bidault qui étaient vraiment favorables à l'expression d'une pensée catholique dans le débat politique. C'était ça le but de la démocratie chrétienne. Il y en avait d'autres pour lesquels c'était peut-être un peu plus discutable. Vous savez que le Parti communiste avait appelé le MRP la machine à recycler les pétainistes. MRP, machine à recycler les pétainistes. Et donc, ce mouvement politique, il va vite s'effilocher sur la question coloniale. Son dernier avatar, c'est le modem de François Bayrou. Je crois qu'ils sont encore dans les locaux du MRP aujourd'hui. Mais en France, la démocratie chrétienne, elle n'a jamais eu beaucoup d'influence. En revanche, alors, d'autres auront un rôle important, mais très minoritaire. C'est ceux de témoignages chrétiens, ceux aussi d'un mouvement qui avait été créé avant la guerre, qui s'appelait Reconstruction, qui était un mouvement au sein de la Confédération française des travailleurs chrétiens, dirigé par un philosophe, Paul Vigneault. Et ce mouvement Reconstruction et le témoignage chrétien, pendant les années 50, vont militer en faveur de la déconfessionnalisation de la CFTC. Et c'est eux qui vont créer la CFDT au début des années 60. Et donc là, l'influence sera grande, parce qu'on voit bien aujourd'hui la place que la CFDT tient dans le débat social et syndical français. Et là, ça vient directement de ces mouvements d'avant-guerre et pendant la guerre. Donc il y a des prolongements. Il y a des prolongements. Oui. Et c'est vrai que là, vous nous avez montré à quel point l'histoire est longue et qu'il faut la prendre dans toute sa durée, et qu'on ne comprend pas 40 si on ne plonge pas avant. Je crois que ça s'inscrit dans une longue durée. Et si aujourd'hui la CFDT est encore considérée comme un syndicat d'intellectuels, ça vient de ses origines au sein de la CFTC avant la guerre. Voilà, je pense, enfin, sauf si vous pensez avoir... il y aura sans doute encore beaucoup de choses à dire, mais j'espère qu'on n'a pas oublié l'essentiel. Je l'espère, enfin, je ne crois pas. Peut-être quelques questions pour continuer
le débat, parce que je trouve que c'est très riche, justement, par sa durée, la durée du phénomène, et puis aussi par des personnalités malheureusement un peu oubliées aujourd'hui, et à qui vous redonnez leur place, à la fois dans l'histoire intellectuelle de la France, mais l'histoire politique tout simplement. Parce que le lien entre intellectuel et politique n'est pas toujours établi, n'est pas toujours clair. Un des problèmes pour parler de ces mouvances-là, c'est le statut de la théologie en France. Parce que pour faire de théologiens des intellectuels, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, Julliard et Vinocq ont consacré des notices au père de Lubac, au père Chaillet, dans leur dictionnaire des intellectuels. Ça, ils ne les ont pas écartés. Mais Georges Bidault n'y est pas. Mais bon, parce que Jacques Julliard vient de la deuxième gauche, et donc de ce qu'il était convenu d'appeler les cathos de gauche, qui étaient dans cette trajectoire, quoi. Oui, mais les théologiens sont en général pas considérés comme des intellectuels. Vous avez des questions? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez évoquer la position de Bernanos et potentiellement, est-ce qu'il y a une évolution de la position de Bernanos ou pas? On sait plutôt sur la guerre d'Espagne. Et juste ma deuxième question, pour pouvoir la donner rapidement, c'est on n'a pas trop parlé vraiment de la réaction vis-à-vis de la Shoah. Et est-ce qu'il y a une réaction 44, 45 ou après, spécifiquement des intellectuels catholiques sur la révélation des camps d'extermination? Alors, Bernanos, oui, j'en ai pas parlé, c'est très compliqué, parce que Bernanos, lui, il n'était pas d'Action française à l'origine, mais c'était un disciple d'Édouard Drumont, hein, Édouard Drumont qui était un des, entre guillemets, théoriciens de l'antisémitisme français. Et Bernanos a écrit un livre qui s'appelle « La grande peur des bien-pensants », qui est une apologie d'Édouard Drumont. Et pour montrer que c'est la bourgeoisie qui avait peur de l'antisémitisme. Et Bernanos va ouvrir les yeux au moment de la guerre d'Espagne. Il est aux Baléares, il voit ce qui se passe, les massacres opérés par les troupes franquistes, et il écrit à ce moment-là « Les grands cimetières sous la lune ». Et il prend position contre le catholicisme national. Il reste catholique et il prend position contre le catholicisme national de Franco, le national-catholicisme. Pendant la guerre, il est au Brésil. Et donc, il prendra parti pour De Gaulle et la résistance. Mais je ne pense pas qu'il ait été de ceux qui, à cette époque-là, aient eu un rôle important dans l'irrigation des mouvements de résistance par une pensée catholique. Bernanos, il sera plus tard replacé dans un ensemble d'auteurs avec Péguy, avec Léon Bloy, qui sont les auteurs catholiques antilibéraux, qui sont des auteurs sociaux, qui pensent que le catholicisme doit être une force de réforme, voire de révolution sociale, qui détestent l'argent. Jacques Julliard a écrit un livre sur ces intellectuels-là et l'argent, la façon dont... Et donc, je ne vois pas, dans la période de citation de Bernanos, par ces auteurs-là. Sauf qu'il soutient la France libre. Oui, il reçoit... il a quand même oublié Drummond. Oui, bon, voilà. Il a évolué, mais plus vers une critique de la société moderne en général, dont il sera un critique virulent et pertinent. Bon. Mais là, il n'a pas de parole. Alors, sur la Shoah après-guerre, d'une part, sur le plan intérieur en France, petit à petit, la découverte, mais c'était pas une découverte pour tout le monde. Il y avait des personnes qui étaient parfaitement au courant, mais de ce qui s'était passé va pousser ces intellectuels, et notamment la revue Esprit, là, pour le coup, à chercher un dialogue avec le judaïsme.
Et à travers Esprit, ce dialogue pourra naître. L'amitié judéo-chrétienne. L'amitié judéo-chrétienne, ce sera un moment où on commencera à débattre et où, au Concile Vatican II, le renoncement par l'Église catholique à la dénonciation des Juifs comme peuple déicide, c'est Charles Journet et Maritain qui ont en quelque sorte rédigé le texte. Mais ça, c'est en France, et à Esprit, effectivement, des personnalités comme Alex Dzerzhinsky, par exemple, seront très, très, très présentes, hein, et il influencera beaucoup le cours de la revue. Moi, ce qui me frappe le plus, si vous voulez, après-guerre, j'ai lu le texte très, très intéressant de Nina Valbousquet là, dans l'histoire. C'est quand même que le pape n'ait pas eu conscience qu'une parole était nécessaire, quoi. Et donc, quand Claudel, Mauriac lui écrivent, Claudel lui écrit, enfin, fait transmettre la lettre par Jacques Maritain. Et Maritain donne la lettre à Paul VI la donne à Pie XII. Paul VI était très proche de Pie XII. Paul VI, Monseigneur Montigny, pardon. Monseigneur Montigny, qui deviendra Paul VI plus tard, était très proche de Pie XII. Et donc, Monseigneur Montigny, qui est substitut, donne la lettre à Pie XII, et Pie XII dit « Mais je me suis déjà prononcé, j'ai reçu des représentants du Congrès juif mondial. » Je crois qu'il avait reçu Golda Meir. Oui, il n'a pas... Et donc, c'est réglé. Et c'est cette absence de parole qui a pesé très lourd. Oui, parce que l'article de Nina montre bien comment, pendant la guerre, il y avait tout un milieu bigarré au Saint-Siège, où il y avait des gens qui étaient notoirement antisémites, mais que c'était sans doute pas la position du pape lui-même. Non. Mais pourquoi est-ce qu'il dit pas un mot après, quoi? Alors là, ce silence assourdissant. Ah oui, ça c'est très surprenant. Mais en même temps, faut voir que Pie XII a eu une influence importante dans l'histoire de l'Église, puisque au Concile Vatican II, c'est l'auteur le plus cité par les textes du Concile Vatican II. Mais, et donc, sur beaucoup de plans, notamment la liturgie, il a eu une influence importante, mais on lui a... il est connu pour avoir, dans un discours radiodiffusé de Noël 1944, fait de la démocratie un régime politique compatible avec l'Évangile, ce que l'Église n'avait jamais admis jusque-là. Donc à Noël 44, Pie XII, Noël 44, c'est quand même pas lointain. Hein. Pie XII dit, ben voilà, oui, c'est une forme de régime imposée par la raison elle-même. Enfin bon. Mais on lit rarement le texte jusqu'au bout, parce qu'au bout, il remercie les personnalités qui lui ont déjà envoyé leurs vœux pour Noël. Alors, il remercie le représentant des États-Unis à Rome. C'est difficile de faire autrement, puisque Rome était occupée par les Américains. Bon. Et puis, derrière, il remercie chaleureusement le chef de l'État espagnol. Et puis viennent Péronne, Monseigneur Tizot, qui était encore en place à ce moment-là. Enfin bref, une liste de dirigeants autoritaires qui ont été alliés de l'Allemagne et de l'Italie pendant la guerre. Cette ambiguïté que je soulignais tout à l'heure entre la dénonciation, la condamnation du totalitarisme et l'acceptation du national-catholicisme, elle mettra très très longtemps à s'estomper. Ça serait une sorte de maladie infantile. C'est-à-dire que l'espérance de l'Église après le XIXe siècle, la mise en place des régimes libéraux, c'est de reconstruire des États catholiques. Bon. Et Pie XII se fâchera avec De Gasperi en Italie parce que De Gasperi ne voudra pas interdire le Parti communiste. Qui était Gasperi ? De Gasperi, c'était le fondateur de la démocratie chrétienne italienne. Le premier ministre démocrate chrétien italien, c'était Alcide De Gasperi. Et De Gasperi était un grand catholique qui avait été résistant avec Aldo Moro, avec Andreotti pendant la guerre. Il faisait partie d'une organisation d'action catholique dont Monseigneur Montigny était
l'aumônier avant la guerre, et le pape va convoquer De Gasperi pour lui dire il faut condamner le communisme, il faut interdire le parti. De Gasperi refusera, et à partir de ce moment-là, il sera interdit de séjour au Vatican. C'est une histoire à la fois secrète et documentée. Oui. Oui, parce qu'il y a eu la fameuse polémique sur les archives du pontificat de Pie XII. Mais très franchement, et Nina le dit bien, on va découvrir des informations sur telle ou telle personne. Mais sur les grandes lignes, les fonds d'archives qui avaient été ouverts permettaient de reconstituer déjà beaucoup de pièces du puzzle. Et puis moi, je suis de ceux qui croient à la lettre des discours qui sont prononcés. Bon, évidemment, il faut les interpréter. Il y a toutes sortes de méthodes pour le faire. Oui, c'est le silence édifie. Mais le silence ne peut être que porté au débit. Oui. Et puis quand même, il dit, bon ben voilà, maintenant l'Église approuve la démocratie, et il commence par remercier des dictateurs. C'est le discours de l'Église. Oui. Mais je trouve que ces figures de la résistance, de ces intellectuels qui sont entrés en résistance au nom de leur foi catholique, ce sont des figures extrêmement fortes, discrètes, justement, mais qui ont joué un rôle considérable, parce que la France est catholique. Elle est majoritairement catholique. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte, dans une France laïque, Oui. Du rôle et de l'impact de ces intellectuels catholiques. Moi, je crois qu'on a aussi beaucoup de mal à réaliser à quel point ils peuvent gagner les esprits et encourager tous ceux et celles qui les entourent à ne pas perdre leur âme. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Et sur la formation, ça n'a jamais été... ça a été un peu étudié, mais ça n'a jamais été mis en place historiquement. Et sur la formation des générations du baby-boom. Parce que en 1945, il faut reconstruire le pays, mais il y a beaucoup d'enfants qui naissent, alors que ce n'était pas le cas avant la guerre, où la France était en sous-natalité. Là, il y a beaucoup d'enfants qui naissent, et il n'y a pas de structure pour les accueillir. Et la socialisation des enfants pendant les années 1950, ce sera d'un côté les patronages catholiques, et de l'autre les mouvements de jeunesse socialistes ou communistes dans les mairies communistes. Mais moi, je me souviens dans mon enfance, puisque j'ai connu cette période, où les cathos allaient au patronage du curé, et puis ceux de la laïque allaient dans les organisations laïques. Et c'était les lieux de socialisation, parce que l'État ne pouvait pas. C'est Pierre Mendès France, le premier, qui se courra un peu le cocotier et qui fera en sorte qu'on prenne en compte cette dimension démographique qui était capitale. Et à l'époque, les gens allaient à la messe. Bon, c'est vrai. Voilà, aujourd'hui, c'est fini. Donc, non, mais c'est important de l'avoir en tête, parce que je crois qu'on ne comprend pas toujours bien. Je me souviens de Jean-Pierre Azéma qui avait vraiment réussi avec un village français à reconstituer la vie quotidienne des Français sous l'occupation, et qui regrettait l'absence d'un curé comme personnage principal. Et c'est vrai que c'était une sorte d'oubli, peut-être, comme il avait dit, inconscient, mais c'est vrai que le curé, dans chaque village, avait son importance, comme le maire. Moi, j'étais d'une famille catholique, et le curé de la paroisse périphérique de la ville où j'habitais, qui était une paroisse populaire, où mon père était médecin, il avait été aumônier clandestin au STO à Berlin pendant la guerre. Mais il n'en a jamais fait gloire. Hein. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est modestie. On pense au Père Jacques. Alors ça, c'est vrai que ça a été montré. C'est ce clergé qui s'est dressé, une partie du clergé qui s'est dressé, qui a protesté, alors que d'autres ont gardé le silence ou se sont détournés. Mais je trouve que ces intellectuels qui rien ne préparait non plus à la lutte clandestine, à rédiger des tracts ou à distribuer des journaux, se sont mobilisés face aux persécutions des Juifs. Et pour les religieux, ils ont été courageux contre leur hiérarchie, parce aussi. Que le nom du cardinal Liénard, par exemple, reste attaché à l'histoire de l'Église avec le Concile Vatican II. Parce que c'est lui qui, au Concile Vatican II, a, dès le début des travaux, mené la protestation dite progressiste. Le cardinal Liénard, quand De Gaulle était à Lille à la fin de la guerre, il a refusé de lui serrer la main, parce que Liénard avait été pétainiste et vichiste jusqu'au bout.
Donc voilà, il y a des itinéraires singuliers quand même. Et tous ces religieux, ils avaient en face d'eux une hiérarchie. Il y a eu Théas, il y a eu Saliège, il y a eu des gens courageux. Oui, mais ils sont pas courageux, mais c'était pas la majorité. Vous leur trouve que ce sont des personnalités qu'il faut célébrer et dont il faut se souvenir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Commentaires, questions sur ces figures que je trouve assez captivantes, parce que ce sont des individualités que rien, une fois de plus, ne destine à la clandestinité, à s'engager dans la résistance. Et quand on parlait de Georges Bidault, moi j'aime bien parler des femmes, donc je replace Marcel Bidault, qui est engagé dans la résistance pour sauver et héberger des enfants et cacher des enfants juifs, et qui va, je pense, se donner corps et âme, y compris pendant la guerre, et même son travail d'accueil des rescapés à l'hôtel Lutetia montre un engagement sans faille, parfois dans l'ombre, mais je les trouve extraordinaires, parce que sincèrement, ce n'étaient pas des gens qui étaient destinés à fabriquer des faux papiers ou à faire quelqu'un comme Geneviève de Gaulle. Oui. Qui n'aimait pas trop parler en fait de la période de la guerre. Elle voulait parler de ce qu'elle avait fait après avec le père Wyszynski, mais très peu de la période de la guerre. Et de modestie. Et Vianney, dans ses mémoires, raconte que oui, elle avait pris beaucoup trop de risques. Du coup, elle en faisait prendre à d'autres sans le vouloir. Donc c'était vu avec une espèce de distance. Le courage de c'est que dans leur propre famille ou dans leur propre cercle, on ne comprenait pas très bien pourquoi on prenait ce risque pour quand même des juifs qui n'avaient pas fait, qui étaient mais c'était quand même risqué beaucoup, et je trouve que leur engagement est assez extraordinaire. Voilà, donc je trouve que c'est bien de les saluer, de notre souvenir et de notre mémoire. Voilà. Si vous avez plus de questions, si monsieur. Oui. Je suis dans un âge un peu loin de tous ceux qui sont ici, puisque je suis dans ma 94e année de vie. J'ai donc vécu tout ça de très près. Et il se trouve que ma famille, nous sommes d'origine protestante. Ah oui. Et que je suis extrêmement heureux d'être né protestant. Aujourd'hui, je parle dans les écoles pour leur raconter la vérité sur l'histoire. Et je leur dis la chance que vous avez aujourd'hui d'être né catholique, parce que la plupart des écoles sont catholiques en France. Et je leur dis, vous avez une chance inouïe d'être né aujourd'hui dans une école où enfin l'Église catholique a compris que c'était grotesque de la dire universelle et de dire qu'elle était la fille aînée de l'Église. Car à l'époque de mon enfance, tous les Français savaient qu'ils étaient dans l'Église universelle, dans l'Église principale du monde entier, de l'Église catholique. Et du fait que j'étais né protestant jusqu'à mon bachot, pour vous dire que longtemps après la guerre, on continuait à me dire dans toutes les écoles, quel dommage, tu comprends tellement bien l'Église catholique, ne reste pas dans l'Église protestante, tu vas finir à l'enfer. Tu ne peux pas être français, tu es un hérétique. Donc je me sentais, dès mon enfance, je savais que j'étais un hérétique en France, alors que mon père était chef de la résistance, était important, et que donc je vous demande d'enseigner partout que la France était persuadée autrefois qu'elle était l'aînée de toutes les églises catholiques, de tous les États catholiques dans le monde, et qu'on allait être universel. Eh bien, je m'étonne que vous ne parliez pas de l'abbé Glasberg, par exemple. Oui, c'est vrai. Parce que l'abbé Glasberg, je ne sais pas pour quelle raison, c'est trop secret, m'a choisi pour son... Il savait que j'étais protestant, et il m'a choisi pour
comment on appelle ça, son secrétaire particulier. Et pendant à peu près d'un an, j'étais le secrétaire particulier de l'abbé Glasberg. Et c'est quand même le plus formidable chrétien qu'on a jamais eu. C'est le seul juif, il est d'origine juive, c'est le seul juif au monde qui a été décoré de, comment on appelle ça, de la médaille de Juste. De la médaille des Justes. La médaille des Justes, avec son frère, qui a été assassiné par les Allemands. C'est le seul, il n'y a pas d'autre. Et il n'y a aucun juif au monde, il n'y a aucun homme au monde qui a fait autant pour sauver les juifs que l'abbé Glasberg, puisqu'il a sauvé la totalité des juifs qui étaient dans les pays musulmans, près de 150 000, qu'il a sauvés par des avions spéciaux qui sont allés les chercher, les a sauvés pour les amener en Israël. Donc je voulais simplement témoigner de ce que j'ai vécu et vous dire que je suis heureux d'entendre parler un peu de ça, parce que vraiment, l'Église, les résistants catholiques ont été tellement peu nombreux. Il y avait une si petite résistance en France. Si on n'avait pas eu l'Angleterre, jamais nous n'aurions été libérés. Ce qu'il y a de vrai, c'est que nous aurions pu aborder la résistance des intellectuels protestants aussi, qui ont été extrêmement actifs. Dire aussi que Bertie Albrecht, au passage, était protestante et qu'elle a aussi drainé et que, évidemment, on a tous ici en mémoire Chambon-sur-Lignon, le rôle des pasteurs dans le sauvetage des enfants juifs. Voilà, bien sûr. Donc, je veux dire, notre sujet est porté strictement sur les intellectuels catholiques. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu aborder les intellectuels protestants aussi. Et je pense que vous êtes justement le témoin de cette période, et en cela c'est extrêmement précieux, parce que on a du mal toujours à réaliser ce qu'a été cette période pour nous tous qui sommes nés après la guerre. C'est très difficile de prendre conscience du danger que chacun courait, enfant ou adulte. C'est vrai qu'on a circonscrit notre sujet aux intellectuels catholiques, mais le débat reste ouvert. Sur... Oui, il y a l'histoire à écrire de tous. C'est ce qu'a entrepris Jérôme Cordelier, par exemple. Absolument. De tous ceux qui, anonymes, moins connus que ceux dont nous avons parlé, ont œuvré de leur côté pour essayer de résister. Oui, bien sûr. Et c'est l'heure de nous quitter. Je vous remercie beaucoup, Jean-Luc Poutier, de nous avoir éclairé de votre connaissance. Voilà. Merci beaucoup. Et à une autre fois.